Bien, alors, chers amis, je pense que bon, certains d'entre vous ont peut-être déjà écouté ou regardé certaines des vidéos que je viens de diffuser, vous êtes peut-être en droit, c'est normal de vous demander, mais qui c'est ce mec-là qui se permet de parler comme ça, etc., etc. Bon, alors je vais essayer rapidement de faire un petit autoportrait de qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Donc d'abord, pour juste une petite info, moi j'ai débarqué en Afrique dans les années 52-53. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai 71 ans, donc je vous laisse le calcul pour savoir depuis quand je connais un petit peu l'Afrique. Et je suis pas, à l'époque, je suis pas allé juste pour faire un voyage touristique, hein. J'étais un petit peu bébé pour ça, hein. Donc non, on y a vécu des années et des années. Et j'y suis resté, alors au départ, ça a été un petit peu au Maroc, et puis ensuite au Sénégal. Et j'y suis resté effectivement pas mal d'années. J'y ai fait aussi mon service militaire à Dakar, etc. Voilà. Et j'ai quitté le Sénégal d'une manière continue, je dirais, en 2010 à peu près. Voilà, depuis 2010, j'avoue que je ne suis plus revenu au Sénégal. Alors, on est en 2020, ça fait 10 ans. Alors, on peut penser que les choses ont changé, que les choses ont bougé, etc., etc. Certes, je le conçois, il n'y a pas de problème, parce que certains me disent oui, Jean-Paul, tu es un doux idéaliste, rêveur, etc. Ça, les choses c'était comme ça, c'était à l'ancien temps, machin, etc. Ouais, ouais, très bien. Sauf que j'ai quand même encore pas mal d'amis au Sénégal qui m'en parlent. Sauf qu'aujourd'hui, avec Internet, ben justement, on voit des vidéos, entre autres celle de France, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres qui parlent, qui montrent le Sénégal, qui montrent l'Afrique, etc. Et donc tous les progrès, tout ça, tout ce qui se passe, on le voit aujourd'hui. Quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, on est informé de tout. Et donc je constate il y a effectivement qu'il y a des évolutions. Effectivement, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans de ça, on ne parlait pas encore de l'éminence de l'exploitation du pétrole au large et du gaz au large de Saint-Louis. Maintenant, ça devient assez précis. Bon, c'est clair. Pourtant, on en parlait déjà, hein. Moi, il y a 20 ans de ça, on parlait déjà qu'on avait découvert de ces produits-là au large de Saint-Louis. Bien. Personnellement, j'ai vécu donc. Alors moi, je parlerai surtout du Sénégal parce que c'est ça qui me tient le plus à cœur. Je tiens au passage à préciser que mon père, mes parents ont travaillé donc au Sénégal, non pas en tant qu'expatriés, ils sont allés, voilà, en entrepreneur. Ils auraient pu rester en France parce que, comme je le dis dans une vidéo, mon père à la base était plombier et il travaillait, il avait un job en France, etc. Ma mère aussi était comptable, pouvaient continuer à faire leur carrière. D'ailleurs, dans la famille, il y a des gens qui étaient à peu près du même niveau et qui sont restés dans leur job et qui sont arrivés à la retraite tranquillement, peinards comme ça. Ça n'a pas été le cas de mes parents qui, eux, avaient l'esprit entreprendre et qui en sont venus d'abord au départ au Maroc et puis ensuite au Sénégal, en ayant voyagé aussi à d'autres endroits, en Turquie par exemple, des choses comme ça. Mais le principal pour moi, c'était le Sénégal, parce que c'est là que moi, je me suis façonné. Donc, j'y ai fait des études, j'ai fait mes études, etc. Et jusqu'à mon service militaire, etc. C'est là-bas que j'ai connu ma femme, première femme, etc., etc. Bref, et au Sénégal, je me suis intégré, enfin moi, je pense assez remarquablement dans le sens où, premièrement, j'ai fait pas mal de sport. Moi, mon sport, c'était le cyclisme. Donc, j'ai participé au premier tour cycliste du Sénégal en 1970. Je le répète, alors c'est pas pour me vanter, mais j'étais le premier, alors je vais dire entre guillemets, sénégalais à gagner une étape du Tour du Sénégal, parce que les autres, ce sont les Algériens qui ont tout gagné, qui étaient à l'époque vraiment les meilleurs en Afrique. Sauf que, petite anecdote, moi à l'époque, je portais le maillot du Sénégal. Donc j'ai cette fierté d'avoir porté le maillot du Sénégal. Voilà. Et donc je représentais le Sénégal aussi. Je n'étais pas tout seul, hein. Il y avait une équipe A, une équipe B et une équipe mixte dont je faisais partie, dont j'étais le capitaine. Voilà.
Et à ce titre, donc, ça reste un petit peu dans les annales. Bon, voilà, ça c'est mon petit cocorico, si j'ose dire. Mais en dehors de ça, donc voilà, j'ai fait pas mal de choses au Sénégal. J'ai même travaillé dans une agence immobilière à l'époque, avenue William Ponty. Bon, ça s'appelle plus comme ça, je crois maintenant, proche de la place de l'Indépendance. Bref, j'y ai fait pas mal de choses. Et depuis le début des années 2000, j'y suis retourné régulièrement 2 ou 3 fois par an, des séjours plus ou moins prolongés, parce que j'ai un projet effectivement dans le domaine du tourisme dans la région de Saint-Louis, où j'ai acquis des terrains. Alors, France en parle, comment acquérir un terrain au Sénégal, etc. Ben, moi, ça fait 20 ans que je suis là-dessus, que je l'ai fait, etc. Donc c'est pas simple, hein, c'est pas toujours simple, et il faut se méfier effectivement des pièges, comme il le dit. Comme il le dit lui-même, parce que bon, y a pas mal de, de petits malins qui essayent de vous court-circuiter, etc., etc. Donc, il faut prendre ses précautions. Mais enfin, quand vous connaissez le pays, déjà, bon, c'est plus difficile de vous faire avoir. Donc, moi, un terrain, effectivement, vous avez 2 ans, comme il le dit Franz, vous avez 2 ans pour faire sa mise en valeur. Sa mise en valeur, bon, au départ, ça veut dire quoi, etc. C'est quoi une mise en valeur? Ben ouais, comme il le dit, on peut simplement se contenter de mettre des arbres, de planter des arbres sur le terrain. Faire le mieux, c'est de faire une clôture ou de faire un puits. Et moi, c'est ce que j'ai fait un puits. Alors, pour la petite anecdote, ce puits, donc, qui se trouve sur un de mes terrains dans la région de Saint-Louis, c'est assez amusant. Parce qu'en réalité, parce que bon, un puits, c'est bien joli de vouloir creuser un puits, mais pourquoi faire? Pour trouver quoi? Trouver de l'eau? Ben, l'eau, elle est à quoi? Elle est à 5 mètres, 10 mètres de profondeur. Ça va être de l'eau potable, ça va être de l'eau comment? Donc ça aussi, c'est pas... voilà, il n'y a pas de l'eau potable partout à chaque fois que tu creuses, hein. Donc il faut savoir, surtout quand tu es au bord d'un fleuve. Et moi, pour l'anecdote, en fait, quand j'étais en vacances à Bergerac, en Dordogne, hein, voilà, dont je suis originaire, il se trouve que j'ai fait connaissance d'un photographe français, bergeracois, qui lui a vécu aussi, enfin, allait régulièrement au Sénégal, donc connaissait bien le Sénégal, connaissait bien les régions, etc. Et on a discuté, tout ça, on a sympathisé, et il m'a expliqué une chose. Il m'a dit d'abord, premièrement, que lui, il avait un don. Bon, il avait un don, il était sourcier. Et vous savez, sourcier, c'est le gars qui, avec, je sais pas, une branche d'olivier en forme de X ou je sais pas quoi, arrive à trouver de l'eau sur un terrain, ou etc. Et lui, il m'a dit que, bon, bah, comme il n'était pas sur place, que simplement, si je lui portais les plans du terrain, que lui, il pourrait trouver, me dire où il y a de l'eau potable ou pas. Ah bon, bon, je trouvais ça assez bon, amusant. J'ai dit pourquoi pas. Donc je lui ai porté les plans de mon terrain. Et effectivement, il m'a dit voilà, à cet endroit, si tu creuses, tu auras de l'eau saumâtre. Et si tu creuses à cet endroit-là, tu auras de l'eau potable. Bon, ok. Et puis, bon, plusieurs mois après, je suis parti au Sénégal, tout ça. Et puis, j'ai appelé mon collègue, là, mon chef de chantier, je dirais, Ndiaye, mon assistant, et je lui ai dit, bah, Ndiaye, tiens, je veux creuser un puits. Est-ce que tu connais un puisatier, etc. Bon, on m'a trouvé ça, etc. Et j'ai dit, voilà, vous allez creuser ici, à cet endroit-là. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais chef, attends, comment tu sais creuser là? On n'est pas loin du fleuve, tout ça, ça. Bon, il était un peu, surtout qu'il y a un village qui est juste à côté, que eux, ils n'ont pas de puits, ils n'ont rien. J'ai dit, ben écoute, fais ce que je te dis, tu verras. Alors là, je ne vous dis pas, quand ils ont creusé et qu'ils ont effectivement trouvé de l'eau, et de l'eau potable, et que le puits a été construit complètement avec tout ce qu'il fallait, etc., euh, ça a créé quand même un certain émoi, surtout dans le petit village à côté. Moi, le blanc que j'étais, je suis passé pour un sorcier, hein, parce qu'un blanc qui vient, qui creuse, qui dit à cet endroit-là, on va creuser un puits parce que dessous il y a de l'eau potable. Bon, et en plus, j'ai donné accès à cette eau potable aux gens du village à côté. Et jusqu'à aujourd'hui, ils en bénéficient. Donc, bon, voilà, c'est assez amusant. Mais voilà, entre autres, comment dire,
comment on peut valoriser un terrain. Donc si vous achetez un terrain pour envisager de construire quelque chose ou autre, vous n'êtes pas obligé de construire tout de suite après. Une fois que vous avez viabilisé votre terrain, bah, vous avez un petit peu le temps devant vous pour faire ce que vous avez à faire. Voilà. Ok, donc ça c'est juste une petite anecdote. Donc le Sénégal, je crois que je connais bien. Je le dis dans une vidéo, je connais le Sénégal parce que l'avoir fait à pied. Alors quand je dis je l'ai fait à pied, oui, c'était pas surtout pendant ma période militaire où effectivement nous avons fait à l'époque des manœuvres à l'intérieur du Sénégal. Pour certains qui connaissent jusqu'à Linguère, qui est vraiment au fin fond du Diable Vauvert là-bas, dans la brousse, où il faisait extrêmement chaud et où on faisait des manœuvres militaires, entre autres aussi avec des échanges avec l'armée sénégalaise à l'époque. Et donc moi, je me suis, comme d'autres d'ailleurs, me suis tapé des marches de plus de 100 km à pied. Entre autres, une fois, on avait quitté Dakar à pied depuis le camp Leclerc à l'époque, voilà, au front de terre, jusqu'à au-delà de Thiès. Bien au-delà de Thiès, c'était une marche de 100 km. Hein. Alors bon, voilà, donc je connais un peu. Après l'avoir fait en vélo, ben oui, parce que j'ai fait du cyclisme, comme je vous l'ai dit, donc j'ai fait le Tour du Sénégal. Le Tour du Sénégal à l'époque, c'était quand même un peu plus de 1000 km en 10 étapes. On partait de Dakar, Kaolack, Diourbel, Saint-Louis, enfin bon, on a fait un petit peu une belle tournée, ça c'est clair. Et puis en voiture évidemment, en camion évidemment, et quand je dis en avion, parce que aussi en avion, ben, à l'intérieur même du Sénégal, de Dakar, j'ai été à l'époque dans le parc du Niokolo-Koba, à Simanti, où il y a un petit aérodrome là-bas, pour voilà, etc., etc. Et puis en pirogue, parce que effectivement j'ai eu l'occasion de pas mal faire gambader en pirogue dans les mangroves, surtout, je trouve ça fantastique. Il y a des mangroves aux alentours de Saint-Louis qui sont extraordinaires, où personne n'a été, c'était fabuleux. Même le piroguer qui m'a mené n'avait jamais connu ça, et on a failli s'y perdre d'ailleurs, c'était assez extraordinaire. Mais il n'y a pas qu'à Saint-Louis, dans le Sine Saloum aussi, c'est assez fabuleux tout ce qu'il y a. Et la Casamance, n'en parlons pas, parce que j'ai été aussi en Casamance, ça c'est clair, en voiture. Et à l'époque, il n'y avait pas le pont qui traversait la Gambie là-bas, ça c'est clair aussi. Donc voilà, je pense que je connais un petit peu le Sénégal physiquement de tout point de vue. Donc ça m'est arrivé de partir aussi en vadrouille, je dirais, avec un ami sénégalais et avec son fils à l'époque, un jeune garçon. Et puis on était parti comme un peu un taxi brousse, mais c'est moi qui conduisais tout ça. Et on est parti, puis on est tombé en panne au beau milieu de la Pampa là-bas, dans un village, je ne sais plus lequel, sur la route. On allait, je crois, du côté de Saint-Louis. Et là, à 1 heure du matin, tombe en panne, rien, on ne sait pas comment faire, on n'y voit pas. Et par hasard, on était juste à la sortie d'un village. Et là, il y a des villageois qui sont venus, qui sont approchés, qui ont demandé qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Et là, fantastique. Moi, c'est ça, des petits souvenirs comme ça. C'est une femme du village qui est venue, qui a vu qu'on était avec un gosse, que j'étais tout seul, le blanc avec ce gamin, et mon collègue qui, lui, partait avec un autre Sénégalais du village pour essayer de trouver un mécano ou des pièces pour réparer le truc. Et moi, il me laissait seul avec le gosse. Et la femme du village m'a dit, mais écoute, viens avec moi, viens chez nous, viens dans la case, le temps qu'il revienne, qu'il fasse la réparation, tout ça, on va s'occuper de toi, on va s'occuper du petit, etc., etc. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, en toute tranquillité, ça s'est passé comme ça. Et puis après, 2 heures après, ou je sais pas combien de temps après, tout était réparé, et puis on est reparti tranquillement. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, l'accueil, la Teranga, l'accueil au Sénégal, c'est pas simplement un 20 mots, c'est une réalité. Ça m'est arrivé aussi à l'époque quand on faisait la chasse au faco, moi j'étais plus jeune avec mon père, etc., de se retrouver isolé en brousse dans un petit village et on savait pas, il y avait ma mère aussi, ma sœur, on savait pas où dormir et tout, et là il y a un des gars qui est venu nous voir, il dit mais patron, si tu veux, moi je viens dormir dans ma cage dans ma case avec ta famille, moi j'ai mon frère, ma sœur, etc. Et puis voilà, il nous a laissé sa case, sa maison,
pour dormir et être en sécurité toute la nuit, etc. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, mais j'en ai des dizaines d'exemples comme ça, d'accueil, de partage, etc. C'est pour ça que ma devise, encore une fois, c'est respect, tolérance, partage. Merci.